démarche de l'IEJF par rapport à la mémoire de la Shoah en particulier, par rapport aux mémoires en général, et de transmettre des valeurs à ceux qui se souviennent aujourd'hui. C'est en se souvenant de ceux qui sont disparus que nous leur redonnons un petit peu d'humanité, c'est en écoutant les rescapés que nous leur restaurons un petit peu de dignité. C'était tout le sens de ce voyage au Rwanda, pour se rendre compte, dans un pays où le génocide est encore vif, où le traumatisme est encore vif, quelles sont les conséquences, pour aller rencontrer des rescapés, pour aller se souvenir des personnes qui sont disparues. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord. On est arrivé à Kigali. Les Hutus instaurent une idéologie raciste, anti-Tutsi, qui 30 ans plus tard, va mener au génocide le plus rapide de l'histoire. D'avril à juin 1994, plus d'1 million de personnes perdront la vie. Pour prendre conscience de l'ampleur de ce drame, nous commençons le voyage par la visite du premier mémorial du pays. Ce site, c'est d'abord un cimetière où plus de 250 000 personnes reposent. Il nous a donc paru naturel d'aller d'abord nous recueillir sur les tombes. Dans la mesure où les pierres ont ici une signification particulière puisqu'elles ont pu servir d'armes, alors on a décidé de déposer une gerbe de fleurs en signe de commémoration. On commence par la phrase qui est écrite ici. Nous disons aux Ignezi. Les cafards, c'était le nom qui était donné aux Tutsis, au Rwanda, et aux réfugiés qui attaquaient le Rwanda, sous l'FPR. Que s'ils lèveraient peut-être encore, il ne sera plus nécessaire d'aller combattre l'ennemi dans la bourse. Nous commencerons par l'ennemi, éliminer l'ennemi intérieur. Nous sommes en train de visiter le musée de Kigali sur le génocide. C'est impressionnant. Vraiment quelques similitudes avec le musée de Hachem à Jérusalem. Très impressionnant. Tout le processus qui a montré que le génocide du Rwanda a été organisé, la propagande, les similitudes quand même par le processus d'extermination. Je me souviens de Gaston Kelman qui pleure, je me souviens de Rachel, je me souviens de Serge, plein de gens qui pleurent, qui sont émus, qui ne trouvent pas forcément les mots. C'est déjà dur de mettre les mots, même de loin, alors quand on se retrouve là-bas d'un coup comme ça, on se retrouve vraiment complètement bouleversé par ce qu'on a pu voir et entendre. On a voulu en quelque sorte, je disais, il s'agissait d'expurger un petit peu ce qu'on avait pu ressentir. Donc on a voulu que les participants, que les membres de la délégation soient acteurs de la cérémonie. Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je tendrai sur vous votre peau, je vous
donnerai un esprit et vous vivrez et vous ferez que je suis. Celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut, non, ne l'oubliez pas. Que leur âme soit protégée dans le faisceau de vie éternelle, que l'éternel soit leur héritage, que le souvenir de leur opprobre ne s'efface jamais. Nous nous sommes rendus dans un centre de La Vega, l'association des veuves rescapées du génocide, où nous avons pu recueillir le témoignage de 3 femmes. Je s'appelle Mukamanana Jeanne d'Arc. Elle a 25 ans. Dans sa famille, ils sont plus que 2 alors qu'ils étaient 8 avant. Elle habite à Ramagana. Ça a été un moment à la fois difficile et émouvant, puisque c'était la première fois du voyage finalement qu'on entendait des femmes nous raconter leur histoire, que l'on puisse ensuite la transmettre. Il est revenu en courant en nous disant nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir. Le président Habyarimana est mort. Au bout d'un moment, il y avait tous les enfants, enfin tous les hommes et tous les enfants garçons, enfin il n'y en avait plus, ils sont tous morts. Les gens nos voisins sont tout de suite venus avec des machettes. C'est ma belle-mère qui leur a dit nous n'allons pas fuir. C'est un proverbe qu'on ne fuit pas la mort. On a continué à nous battre. Ils se repliaient, ils revenaient. Et vers midi, on a succombé et ils nous ont amenés dans la paroisse dedans. Et ils ont commencé à tuer les gens et à lancer des grenades. À notre retour, nous avions absolument besoin de partager ce que nous avions ressenti et nous nous sommes réunis pour en parler. Quand on se le prend comme ça, c'est au niveau du cerveau un télescopage. Mais malgré le fait qu'elles aient redonné la vie, malgré le fait qu'il y avait ces sourires tout le temps, chez les orphelins comme parmi leurs enfants, malgré qu'on soit accueillis comme des rois, il y avait cette notion de vie brisée qui était insupportable et un vrai choc. Et là, quand on rentre dans l'église, c'est franchement le choc. Il y a des piles d'os, qui doivent monter à 1m70, 2 mètres du sol. C'est pas possible. Quand on a devant soi une fille qui a l'âge de votre fille et qui vous commence sa présentation en vous répétant 4-5 fois, s'il vous plaît, personne ne veut le croire, s'il vous plaît, transmettez le message. Et puis vous se donnez à pleurer avec elle, même là maintenant. Donc, voir ça, je crois que l'image de cette fille-là ne partira jamais de ma tête. Oh
gorgées de sang. Alors je pense à ce grand militant de la paix qui était Martin Luther King et qui disait que nous pouvons transformer les bruyantes dissonances du monde en une belle symphonie de fraternité. תשמור על העולם ילד, יש דברים שאסור לראות. תשמור על העולם ילד, אם תראה תפסיק להיות גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים. תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא יכולים. כי כמה שתדע יותר ילד, אתה כבר תבין פחות, ובשעה מסוימת נסגרות כל הדלתות, ורק אהבה נשארת, ואתה תמשיך לחיות. Seuls endroits de résistance massive au Rwanda, où il y a plus de 60 000 Tutsis qui ont résisté pendant presque toute la durée du génocide. Et ils ont finalement été massacrés après avoir résisté donc, dans des conditions assez effroyables, en mangeant des racines, en se réfugiant donc, sur cette colline au milieu de la forêt. Il y avait parmi eux des vieillards qui depuis 1959 avaient l'habitude de se défendre. Et c'est eux qui ont motivé les gens à dire de toute façon vous serez tués, il vaut mieux qu'on se défende. batangiye kuvuga ko abatutsi bagomba kwicwa. Tuatsembatsembe, c'était le terme pour dire on va les exterminer. Donc ils venaient en chantant pour venir les tuer. Ils ne se cachaient pas. Le comportement des Français a radicalement changé. C'est-à-dire qu'avant, ils leur donnaient à manger, à boire, etc. Il me dit que ce jour-là, carrément, ils n'ont même pas eu à manger. Donc, mon histoire, je trouve qu'il m'a complètement changé. Je connais quelqu'un qui m'a frappé pendant le génocide et je ne ressens aucune haine contre lui,
à un mois du commencement du génocide, on avait commencé à dire aux interarmes, il faut faire attention, il ne faut pas tuer n'importe quoi, il faut les mettre dans les forêts, les tuer là-bas pour que les chiens viennent les manger ou bien les animaux, tout ça. Bah ouais, j'ai eu la chance. La chance. Après juste le génocide, j'étais dans une boutique et un type est venu, il m'a demandé est-ce que tu as des allumettes. Et j'ai remarqué que c'est quelqu'un qui m'a frappé durant le génocide. Je lui ai dit, allez viens, je vais te dire quelque chose. J'ai contourné la maison, je lui ai dit, tu te souviens de moi? Et il a dit, non. Elle a dit, tu te souviens d'un petit enfant que tu as conduit comme ça dans la forêt, que tu as frappé, tout ça? Et il a dit, non. Et malheureusement, après, on m'a dit qu'il est devenu fou. Pardon, il dit qu'il ne me connaît même pas. Mes enfants, je les ai déterrés des toilettes, ils étaient... Notre principe, le mal ne guérit pas le mal. On guérit le mal par du bien. Et nous essayons de les pardonner, mais il y en a un groupe qui ne veut pas demander pardon. Même qui dit en plein air, si on nous donnait vraiment un jour, non 3 mois, mais un jour, ça nous suffit pour exterminer ceux qui sont restés. Nous avons tué des maris, nous avons tué les plus forts, et ces veuves qui ont perdu les têtes. Il y en a ceux qui disent comme ça. Mais nous attendons qu'ils demandent pardon. Beaucoup de lois récentes, beaucoup de réformes récentes dans la justice traduisent plutôt la volonté de faire face au génocide, mais dans une logique de la société rwandaise par rapport aux génocidaires. Mais l'autre volet n'est pas encore présent, c'est-à-dire comment la société rwandaise envisage-t-elle d'aider les rescapés dans les juridictions, ou dans le travail sur le génocide, dans le travail de mémoire sur le génocide, ou dans leur volonté de poursuivre les gens qui ont commis le génocide, c'est-à-dire, en clair, de leur donner une assistance juridique. Shabbat, un des moments les plus extraordinaires de ce voyage. Une soirée, une journée même de discussion, de rapprochement, mais aussi de danse, de chant. Finalement, malgré tout, c'était la vie qui reprenait le dessus. Ça fait 2 mois qu'on les attend. Et décidément, ils sont là. Et c'est véritablement là également le sens du souvenir, le sens de la mémoire, c'est transmettre des valeurs comme la dignité, comme l'humanité. Donc voilà les valeurs autour desquelles s'articule notre voyage. Alors j'ai observé depuis ces 2 jours que nous avons passés avec vous que vous avez une perception particulière des Juifs parce que vous les percevez comme étant pour vous des frères en détresse. Et ils sont, par leur histoire, des frères en détresse. Et j'ai envie de dire que nous sommes, chacun, par nos histoires singulières, mais aussi par les filiations que nous choisissons
des tragédies de l'humanité. Nous sommes frères en détresse. Je veux vous dire qu'au-delà d'être frères en détresse, même si nous choisissons de porter en nous le souvenir et la mémoire de toutes les tragédies humaines, quel que soit le lieu où elles ont eu lieu, quelle que soit l'époque où elles se sont produites, nous pouvons et nous devons être frères en allégresse. La communauté juive, avant tout, après la guerre, a tenté de protéger ses enfants, comme les organisations juives, par exemple en France, aidées par des organisations de résistance et des organisations humanitaires françaises, ont tout fait pour que le nombre d'enfants juifs morts, déportés, soit aussi bas que possible. On les a cachés, il y a eu tout un tas de circuits. Si la mémoire a porté un avenir, c'est vers les enfants qu'il faut se tourner, essentiellement. Ce sont eux nos espoirs. Parce que la mémoire juive ne commence pas en 1939 et ne s'arrête pas en 1945. On a aussi voulu projeter le film Moïse, car chaque année, dans la tradition juive, on se remémore l'histoire de Moïse, l'histoire de la sortie d'Égypte. Ils ont exprimé à la fois leurs attentes et leur curiosité vis-à-vis de notre engagement. Est-ce que vous n'avez pas une crainte d'un regain, d'un sentiment d'antisémitisme en France en particulier et en Europe en général? Alors, qu'est-ce que vous envisagez, puisqu'on a pas mal de choses qu'on peut tirer de vous, il y a pas mal de choses aussi que vous pouvez comprendre de nous. Qu'est-ce que vous envisagez pour que ça s'achève par ici? Moi, j'ai trouvé qu'on a beaucoup de points communs. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de visiter la synagogue de Prague. C'était la première fois que je me suis ouvert à l'histoire de Juifs. Et c'était une étape qui m'a beaucoup aidée par rapport à ce que nous, les Rwandais, nous avons vécu. Mais pour nous, il y a un très grand problème parce qu'on ne peut pas dire que nous, Tutsis, on va s'assembler, faire une organisation, on va dire une organisation de Tutsis. Comment est-ce qu'on peut entrer dans la chose? Je dois vous dire que je n'aurais pas pu me rapprocher de votre tragédie si, en fait, je n'avais pas hérité aussi d'un bout de mémoire de la Shoah comme citoyenne française. Croyez-le bien, on dit ici, et je le dis avec beaucoup de difficultés, la France va s'opposer à toute ingérence en conformité absolue avec le droit international. Certains par l'écriture, d'autres par le verbe politique, d'autres dans leur engagement estudiantin, comptaient sur nous pour être en France et en Europe des combattants lucides et engagés de la mémoire du génocide rwandais. Nous savons que de la même manière qu'il nous a fallu affronter notre État pour que nous puissions avoir accès à la mémoire de la Shoah, il faudrait bien qu'en France nous affrontions notre État, que nous lui demandions des comptes sur ce qu'il n'a pas fait au moment du génocide rwandais. Parce que la différence, c'est que ça s'est fait au temps réel. La chose à faire, c'est justement de faire en sorte de montrer en quoi la question d'un génocide n'est pas une question particulière, ou en tout cas ne se réduit pas à la question d'un simple peuple, mais interroge profondément l'humanité. Le fait qu'il porte sur nous, ce n'est plus de soulagement, c'est un soutien moral. Voir qu'il y a des kilomètres derrière les océans, il y a quelqu'un, il y a des gens qui ont pris au sérieux les horreurs qui nous ont coûté des familles, des mères et des pères. Pour nous, c'est un souci sans pareil. Nous vous remercions. Merci. Finalement, cette mémoire, on la garde à l'UEJF, on garde la mémoire de l'UEJF, de ses débuts, mais également on garde la mémoire de ses étudiants rescapés et de la mémoire de la Shoah. En fait, on fait ça par différentes méthodes et on est venu vous en présenter, puisqu'on vient vous présenter les méthodes de transmission qu'on utilise nous sur les campus universitaires. Je crois qu'il y a ici également des étudiants en psychologie d'Amiens qui sont venus faire des recherches. Je les invite également à nous rejoindre dans ce mouvement-là pour faire tourner ces expositions, pour également faire tenir des conférences sur les campus universitaires. J'ai également un appel à vous lancer, puisque ces choses-là, on les a prévues avant le voyage,
mais un des intérêts du voyage, c'est de comprendre ici sur place ce qu'on pourrait faire après. Et donc, pour ça, on ne peut pas être tout seul, pour ça, on compte sur vous. Donc, je vous invite, c'est juste après la conférence, à venir ici, il y aura des papiers pour que vous puissiez marquer vos noms et qu'on puisse garder un contact, qu'on puisse vous donner des documentations, qu'on puisse vous tenir au courant de ce qu'on fait et que vous puissiez également nous dire, vous, ce que vous attendez. Mais je vais finir également, puisque on vient de demander des choses aux gens, mais on va s'engager également, par un engagement solennel au nom de l'UEJF, puisque également ces 2 jours nous ont beaucoup touchés, comme je vous ai dit. Ces 2 jours nous ont beaucoup apporté. Et je pense quelque chose qu'on a tous compris, alors tous les membres de la délégation, mais également les étudiants de l'UEJF, c'est qu'il y avait quelque chose dans cette histoire rwandaise qui nous concernait. Il y a quelque chose dans cette histoire du génocide qui nous concerne. Et finalement, on comprend, on ressent que cette histoire-là est également un petit peu la nôtre. Eh bien, nous nous engageons aujourd'hui, je m'engage devant vous, à faire en sorte que chaque mois d'avril, désormais, chaque année, nous allons commémorer le génocide des Tutsis de 1994. Chaque année, nous allons en parler, nous allons parler de notre histoire. Yakamaze Uganda, abiwa chumurao, nagainda kesh, abiwa chumurao, urao nesta we, abiwa chumurao, obe obe ho, abiwa chumurao, obe obe ho, abiwa chumurao, obe obe ho, abiwa chumurao. C'est qu'en 12 ans, pour la première fois, un groupe de Français s'est rendu dans ce pays pour essayer de comprendre par soi-même ce qui a pu se passer. Et c'était aussi une des observations du voyage, c'est à quel point les Rwandais éprouvent le besoin ou même la nécessité d'en parler, parce qu'ils ont le sentiment que leur histoire a été totalement négligée. C'est un sentiment qui n'est pas forcément faux. La dernière chose que j'ai effectivement, que ce voyage m'a permis d'appréhender différemment, et dont je n'avais finalement pas tellement conscience ou pas assez conscience, c'est tout l'enjeu de devoir, pour ce peuple, de devoir cohabiter effectivement, ce besoin de cohabitation, cette obligation de cohabitation entre anciennes victimes et anciens bourreaux, et cette crainte latente d'une haine qu'on ressent et qui pourrait à chaque instant se ressurgir. C'est peut-être pas la question de la cohabitation, mais c'est la question du fait que quand ils sont revenus, tous leurs bourreaux étaient hors la loi. Et puis ils ne pouvaient pas, non seulement pas se gosser de ce qu'ils avaient fait, mais qu'ils étaient punis, ils étaient poursuivis, qu'ils étaient désignés comme des monstres, qu'ils ne pouvaient pas raconter gentiment ce qu'ils avaient fait. Et je crois que là, il y a quelque chose qui, en tout cas, voilà. Là, on nous demande toujours la réconciliation avec le boulot. Et là où les rescapés sont encore pauvres, il y a beaucoup de choses à apprendre. Je ne sais pas si vous parviendrez de changer le style. Dans ce sens, c'est entre guillemets le témoignage que vous dites. N'oubliez pas que vous avez eu un point de repère pendant le voyage. Vous avez été en rencontre avec les rescapés. Vous avez vu des choses et vous avez entendu des choses. Et tout ce que vous pourrez lire à droite, à gauche, ne doit jamais vous faire oublier ce que vous avez vu. Si par moment vous avez des doutes, si par moment votre vigilance a tendance à faiblir, puisez dans ce que vous avez vécu ici au Rwanda. Ce voyage m'a permis quand même de trouver certaines brèches, de trouver certaines voies de secours, de voir qu'on peut, en tant qu'étudiants, nous, dans la diaspora, faire quelque chose. D'avoir vu ce que Thierry faisait pour les autres étudiants de Butare qui venaient chez lui et qui pouvaient pleurer, rire et faire tout ce qu'ils veulent. Ça m'a montré que dans ce monde, peut-être on trouvera des voies de secours pour pouvoir vivre en tant qu'être humain et ne pas subir cette vie. Et je continue à être convaincu qu'en l'homme, il y aura toujours cette flamme qui permet qu'on puisse continuer à vivre malgré tout.